La présence d'humidité dans l'air et les matériaux de construction des logements est susceptible, premièrement, d'augmenter la pollution biologique de l'air intérieur avec par exemple la prolifération de moisissures, d'allergènes, de bactéries et de virus, et donc de favoriser des problèmes respiratoires. Deuxièmement, elle réduit les performances thermiques, esthétiques, voire même mécaniques des matériaux constructifs. La compréhension des mécanismes de transport et de transformation liquide-vapeur de l'eau est donc cruciale pour prévenir ces risques. Nous allons voir ici quelles sont les différentes sources d'humidité dans un logement, comment elles se diffusent dans l'air et les matériaux, et comment prévenir ou traiter les pathologies les plus courantes. L'humidité est présente dans l'air généralement sous forme de vapeur, c'est-à-dire de gaz. La quantité maximale de vapeur d'eau que peut contenir l'air dépend de sa température. Plus la température est élevée, plus l'air peut contenir une quantité d'eau importante sous sa forme vapeur. A l'inverse, en deçà d'une température seuil appelée température de rosée, l'eau contenue dans l'air se condense en gouttelettes liquides et un brouillard se forme. Ce même phénomène de condensation se produit lorsque l'air humide entre en contact avec une surface froide. C'est par exemple le cas lorsque, après une douche, l'air de la salle de bain chargé en humidité entre en contact avec le miroir. Nous venons de voir comment l'humidité était stockée ou déstockée dans l'air et le rôle joué par la température et le changement de phase. Cette humidité peut également être diffusée dans l'air. La vapeur d'eau se déplace dans l'air sous l'effet d'une différence de pression de vapeur. En clair, plus la différence de concentration de vapeur entre deux points est élevée, plus le débit de vapeur est important. La vapeur se déplace des zones d'air où la concentration en vapeur est la plus forte vers celle où elle est la plus faible. L'humidité est également présente dans les matériaux de construction. Pour bien comprendre, il faut savoir que tous les matériaux sont poreux, c'est-à-dire qu'ils sont constitués d'une matrice solide et d'un réseau de pores interconnectés. Ces pores permettent donc la circulation d'air au sein des matériaux. Tout comme la buée sur le miroir d'une salle de bain, la vapeur d'eau peut condenser à la surface des pores et le matériau se charger en eau liquide. C'est le cas lorsque la température de la surface des pores est inférieure à la température de rosée de l'air contenu dans les pores. Lorsque l'eau liquide est en quantité suffisante, elle forme un film continu à la surface des pores et elle peut commencer à circuler au sein du matériau. Selon le matériau, béton, plâtre ou isolant, les pores sont plus ou moins petits et interconnectés. À l'échelle microscopique, selon ces caractéristiques, le réseau de pores s'oppose donc plus ou moins au passage d'air et de vapeur d'eau. Par exemple, plus les pores sont étroits, plus la formation d'eau condensée est rapide. Une partie des pores ne sont donc plus connectés et la diffusion de vapeur n'est plus possible. À l'échelle d'une paroi, cette propriété est quantifiée par la résistance à la diffusion de vapeur, souvent retranscrite par le SD. Le SD indique l'épaisseur de la couche d'air qui génère la même résistance à la diffusion de la vapeur que le matériau considéré. Par exemple, si un matériau de 20 cm d'épaisseur oppose la même résistance à la diffusion de vapeur qu'un mètre d'air stationnaire, son SD est de 5. A l'inverse, le moteur de cette circulation d'eau liquide est ce qui est appelé pression capillaire. Plus la pression capillaire est élevée, plus le débit d'eau est important. L'eau se déplace des pressions capillaires les plus élevées, c'est-à-dire les régions où le matériau est fortement imbibé, vers les pressions capillaires les plus faibles, c'est-à-dire les régions où le matériau est le plus sec. La gravité est une force supplémentaire qui agit sur l'eau liquide pour l'entraîner vers le bas. Ce phénomène de remontée capillaire a par exemple lieu lorsqu'un mur ou plancher est en contact avec un sol particulièrement humide, sans traitement par un matériau imperméabilisant. La vapeur d'eau est en équilibre avec l'eau liquide, que ce soit dans l'air libre ou dans les pores des matériaux. Cet équilibre est déplacé si l'état de l'une ou l'autre des phases est modifié. Partons d'un volume contenant de l'air humide et de l'eau liquide. Si la température augmente, la pression partielle de vapeur, c'est-à-dire la concentration de vapeur dans l'air, va diminuer. Il va s'en suivre une évaporation de l'eau liquide. Si à l'inverse, la température diminue, éventuellement jusqu'au point de rosée, la pression de vapeur va augmenter et l'eau va progressivement se condenser. Si la quantité d'eau liquide augmente, il s'ensuit une augmentation de la pression capillaire et donc un écoulement d'eau liquide vers les endroits de plus faible pression capillaire. Si la quantité d'eau liquide diminue, il y aura à l'inverse un drainage d'eau liquide. Nous venons de voir plusieurs points importants à bien retenir pour la suite. Premièrement, l'humidité est naturellement présente sous forme vapeur et sous forme liquide dans les bâtiments. Sous forme vapeur, l'humidité est présente dans l'air mais aussi dans les matériaux qui sont tous constitués de pores dans lesquels l'air peut circuler.
Sous forme liquide, l'humidité est présente dans l'air sous forme de brouillard lorsque l'air est saturé ou dans les pores des matériaux de construction. Deuxièmement, des interactions fortes entre l'eau liquide et l'eau vapeur existent. Des changements de température ou de quantité d'eau modifient cet équilibre et engendrent des déplacements d'humidité ou des changements d'état. Troisièmement, selon leur structure poreuse, les matériaux s'opposent plus ou moins à la diffusion de vapeur et favorisent plus ou moins l'apparition d'eau condensée.